Rebonjour, bienvenue encore dans cette deuxième partie que on avait commencé. Alors donc vous voyez depuis tout à l'heure le marché donc progresse. Il y a eu une cassure de l'euro-dollar, donc du pattern, suite à la déception des chiffres attendus de l'inflation qui n'a pas progressé, qui est de 0%. Et bon, là, on voit bien que on va faire certainement un pullback aux alentours des 1,14, 1,14,400, 1,14,300 pour ensuite repartir plus haut. Donc ça, c'est techniquement, c'est toujours valable. Aussi, on peut dire qu'aussi à long terme aussi, on peut voir une sorte de, voilà, de latéralisation. Voilà, je ne sais pas si je peux le dessiner pour que vous puissiez voir. Donc, à partir donc, du 26 juin, donc jusqu'ici par exemple, je vais le mettre en bleu, voilà, en bleu, voilà, en bleu, comme ça, voilà, et voilà. Donc vous voyez, on est donc du 26 juin, on a donc une phase de latéralisation, donc on peut évoluer dans ce biseau ascendant euh, en bleu que je viens de tracer. On vient toucher les sommets, on a touché le creux ici, le plus bas du biseau bleu et également du biseau noir. Donc le marché rebondit techniquement. On va aller aux alentours des 1,15. On va consolider un peu encore à ce niveau ici. Puis après, pour repartir peut-être encore vers plus haut. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on dit souvent que les marchés sont fractales. Donc un biseau dans un biseau, dans un biseau, dans un biseau. Donc vous voyez, c'est comme ça que les marchés évoluent. Et c'est pour ça qu'il est très important, lorsque vous débutez en bourse, d'avoir une vision à long terme de vos graphes. Pas que vous n'allez pas vous tromper, mais vous allez moins vous tromper en fait. Parce que vous allez avoir une certaine vision et vous ne pourrez pas justement être pris à contre-pied. Donc si vous maîtrisez justement cet aspect de fractal, donc vous regardez vos graphes sur le long terme, ensuite vous avez également une idée du marché donc fondamentale pour savoir dans quel environnement et dans quel sens le marché va évoluer. Vous ne ferez que augmenter voilà, vos chances de, de progresser donc justement si la bourse vous intéresse. Donc, dans 45 secondes, on aura les chiffres de la production industrielle. Donc, c'est le Dow Jones qu'on va surveiller. Donc, vous voyez, depuis 30 secondes, il ne fait que baisser. Certainement, le marché a déjà une idée que ça soit un chiffre qui ne soit pas bon. Ou peut-être c'est encore le même phénomène qu'on a vu tout à l'heure de vendre la nouvelle et d'acheter la rumeur ou vice-versa. Parce que l'anticipation, le consensus attend une progression de 0,3% donc des chiffres de la production industrielle. Donc une progression, une croissance de donc 0,003. Les chiffres viennent de sortir, donc la production industrielle est de 0,4%. Donc apparemment, le marché ne semble pas réagir. Plutôt la baisse du Dow Jones continue plutôt. Le dollar semble vouloir se ressaisir un peu. Peut-être que comme techniquement aller faire un pullback aux alentours des 95-200 pour repartir vers le bas. C'est aussi valable. Donc voilà, les chiffres viennent de paraître. Donc 0, je l'affiche à l'écran. Donc 0,4% plutôt que 0,3% attendu. Euh, Toujours pas de réaction du marché. Certainement que c'était peut-être attendu par le marché. Certainement dessus par les ventes de détail et également par les chiffres de l'inflation. Donc les acteurs du marché restent sur leur position. Voilà. Parce que là, on ne peut pas parler de prise de bénéfice puisque on est déjà dans un pattern technique. Donc on n'est pas à la suite d'une résistance majeure. Si je recule par exemple sur le long terme, je vais voir en 4 heures peut-être.
c'est ça. Donc, on est toujours dans, voilà, dans le fameux biseau du Dow Jones entre les, tout à l'heure j'avais parlé de ça, entre les 21 300 et les 21 500. Donc, peut-être consolidation à ce niveau-là pour venir retaper également les niveaux de 21 400 pour après repartir et puis jouer dans ce niveau. On n'a pas encore vraiment d'impulsion majeure pour... Si je mets le... Je vais enlever les biseaux. Voilà. Je vais mettre le graphe en clôture pour voir un peu à quoi ça donne. Ça va nous confirmer ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc le range. Voilà. Donc voilà, c'est le range. Exactement, c'est ça. C'est le range du 19 juin. Voilà, du 19 juin depuis... voilà. Donc on est au-dessus, donc on est sur le niveau. Donc en clôture, vous voyez, c'est propre, hein, c'est propre. C'est propre, on évolue dans un range, voilà. Ici, on tape là. Tape là. Siri à votre écoute. Bon, il y a Siri qui me dérange, donc désolé. Alors, on tape ici, on tape là, on joue dans le range, voilà. C'est probablement ça ce scénario qui est en train de se produire, donc... donc c'est ça. À court terme, court ou moyen terme, le Dow Jones, voilà, c'est du surplace, rien de particulier. On est au sommet d'une... voilà, ça c'est la vision à long terme, ça, sur le Dow Jones. Donc, depuis l'année 2017, on progresse sur le Dow Jones, on se stabilise, on est dans les sommets, dans les plus hauts, 21 550, donc voilà, le marché ne fait que faire du surplace. Il attend une cassure franche de ce petit carré là, rectangle. Et même si on devrait le casser, vous voyez que si on prend la distance entre ce range qui est de une progression de 1,24%, 1,24%. Si on le reporte plus haut, donc au-dessus donc de la cassure, où est-ce que ça va nous amener techniquement? 1,24%. Bon, disons ici. Je ne vais pas aller plus haut. Bon, disons là. Donc aux alentours des 21 800, on va dire. Donc 21 800. Est-ce que techniquement c'est soutenable? Oui. Est-ce que fondamentalement c'est soutenable? Je ne sais pas. Parce que le Dow Jones c'est quand même... vous voyez hein, le graphique historique du Dow Jones depuis 2008, hein, depuis 2009. C'est comme une droite, une pente linéaire. Hein. Et on n'a vraiment pas consolidé en tant que tel. On a eu des petites respirations en 2015, 2016. Mais à part ça, on a progressé. Donc, le Dow Jones est haussier. À long terme, à court terme, à moyen terme, il reste toujours haussier. Mais à très 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 court terme, on va certainement jouer dans ce petit canal, dans ce range. Il faut attendre la cassure de ce range pour la cassure vers le haut pour continuer à acheter des indices. Est-ce qu'on va casser par le bas? Je ne suis pas très... Pourquoi pas? Techniquement, tout est possible. Hein? Donc, casser ça pour venir vers les 21 100 ou bien même les 21 ou bien même les 21 000. C'est quand même 500 points qu'on perd. Hein. C'est quand même assez, ça sera assez impressionnant, mais on verra. Donc, à long terme, on voit que le Dow Jones est très haussier. Il est très haussier, mais à très 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 court terme, en intraday, c'est le range. C'est purement le range qu'il faut justement jouer. Donc, rien de plus. On voit que les chiffres de la production industrielle n'ont en aucun cas impacté le marché. Peut-être qu'il était déjà attendu, déjà pricé, ce qui est très 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 courant en bourse. Les nouvelles sont déjà pricées par certains acteurs du marché.
certains faiseurs du marché. Les traders particuliers comme vous et moi, donc nous avons juste à suivre donc, les vagues et ne pas essayer d'anticiper parce que ce n'est pas nous qui faisons le marché. Donc voilà, constat plus ou moins neutre sur les indices, même au vu des chiffres, légère progression de la production industrielle de 0,3 à 0,4%, toujours pas de réaction. Certainement, aussi c'est vendredi aussi, donc les chiffres qui étaient vraiment attendus, c'était les chiffres d'inflation. On a à 10 heures également les chiffres de l'indice des consommateurs, du sentiment index, donc les indices des consommateurs, le sondage qui est fait par les, euh, les chercheurs de l'université de Michigan. Donc ça va être publié à 10 heures. Peut-être que ce chiffre sera peut-être plus ou moins mieux. Donc vous voyez à l'écran qui s'affiche dans 37 minutes. Le marché s'attend à un indice de 95 points, contrairement à 94 attendu. Donc c'est plutôt, on attend plutôt de bons chiffres. Donc ça veut dire que si ces chiffres qui sortent sont en dessous, non seulement de la prévision et non seulement en dessous du précédent, on peut avoir une sévère correction. Mais si c'est plutôt plus ou moins 95 ou 95,5, il n'y aura pas vraiment de réaction. On va voir. Voilà. Donc, toujours en attente. Donc, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Donc, le marché semble continuer toujours le marché semble ne pas réagir. Donc, vous savez, hein, c'est vendredi. Hein, donc, lorsque vous faites du trading, le vendredi, évitez de vous positionner le vendredi. Parce qu'il y a moins d'acteurs du marché, il n'y a pas beaucoup souvent de liquidité. Et en plus, aujourd'hui, bon, c'est la fête de la France. Donc, les traders français sont a priori en vacances, de façon théorique. Je sais qu'il y en a qui vont certainement trader le marché américain. Il y a beaucoup de traders français qui tradent le marché américain. Mais aujourd'hui, a priori, c'est un jour férié en Europe et la France n'est pas un petit pays sur le marché financier. Donc, lorsqu'on a un congé, soit en France, soit au Canada, soit aux États-Unis, on remarque que le marché ne bouge pas comme d'habitude, surtout quand il y a férié aux États-Unis. Donc, quand il y a férié aux États-Unis, c'est comme s'il y avait férié quasiment sur toutes les bourses, parce que c'est le marché américain qui dirige le marché. Donc, les vendredis, en général, je ne suis pas exposé sur le marché. En général, je trade que les mardis, surtout les mercredis et jeudis. Ce sont les 2 jours où je trade beaucoup, mercredi et jeudi. Mardi, en général, c'est la reprise du marché, donc oui, pourquoi pas. On peut avoir des mouvements quand même intéressants. Même lundi, souvent, il y a des mouvements intéressants. Mais statistiquement, les traders sont plus actifs du mardi au jeudi. Et moi, personnellement, je trade beaucoup les mercredis et jeudis. Voilà. Parce que les mercredis et les jeudis, souvent, surtout les jeudis, on assiste souvent à des prises de position sur des résistances donc hebdomadaires. Donc, il y a beaucoup de volatilité. En général, les graphiques majeurs sont
sont intéressants les jeudis, souvent quand on est sur des résistances. Donc on peut initier des shorts parce qu'en général les gens prennent les bénéfices pour le vendredi, pour ne pas trader le vendredi. Donc les shorts sont souvent plus intéressants les jeudis que les mercredis. Ce n'est que mon point de vue, hein, ce n'est pas, c'est juste une observation. J'ai remarqué que lorsque je trade souvent à la baisse les jeudis, j'ai plus de succès que les mercredis ou les mardis. Parce que les jeudis, je crois comprendre que c'est parce que on est presque en fin de semaine. Les vendredis sont moins attractifs pour à part les gros gestionnaires de fonds qui sont positionnés jusqu'au vendredi, qui coupent leur position le vendredi pour la semaine. Donc, en général, il y a des prises de bénéfices qui se font anticiper à partir du jeudi. Donc, les jeudis, en général, quand je trade souvent le Forex ou bien les indices et que je vois souvent, on est sur des niveaux, des patterns sur des résistances, en général, les shorts sont plus intéressants. J'ai plus de probabilité de succès dans les shorts. Je me souviens, il n'y a pas plus longtemps que ça, il y avait 2 semaines de cela, j'avais shorté le Nasdaq aux alentours des 5700. Et voilà, j'avais pris, je crois, 80 points. Donc, et c'était un jeudi justement. Donc c'était très intéressant. Donc on voit ici qu'il n'y a pas de réaction, hein, pas de réaction du marché. L'or qui est a priori depuis le 26 juin baissier, il semble se reprendre. Donc à long terme, on voit l'or voilà, qui évolue dans ce canal descendant. Voilà, c'est propre hein, techniquement. Voilà. Je vais le mettre en bleu pour qu'on puisse bien le voir. Voilà, en bleu ici. Voilà. Vous voyez, hein, comme moi, c'est propre techniquement. Canal descendant, cassé par le haut, sorti haussière, qui était donc justement également confirmé par un triangle ascendant dont la sortie aussi est généralement haussière, donc rien à faire à court et à court terme, à très court terme et à court terme, même voire même moyen terme, l'or est haussier. Hein. Et si on prend la distance technique toujours pour reporter la distance de ce canal, pour reporter techniquement sur notre graphe, progression de 2,04%. Donc si on le reporte ici, techniquement, l'or va aller aux alentours des voilà, 1250. Voilà, c'est propre techniquement. Voilà, ça correspond très bien à ce niveau-là. Donc 1250, l'or va progresser. Donc ceux qui sont positionnés à l'achat sur l'or, bravo, hein, bravo pour ça. C'est un bon coup. Moi personnellement, je ne suis pas trader de l'or en termes de day trading. Je préfère faire l'or sur du long, voire du très long terme. Donc je suis acheteur sur l'or sur les plus bas. Donc j'attends simplement qu'il se rétracte. Donc je vous invite à voir mon analyse sur ma vision sur l'or sur mon Facebook que j'avais posté justement. Donc je suis aussi à long terme sur l'or, mais à partir de 1160. Donc j'avais justement dans mon analyse prévu que l'or grimpe jusqu'à 1240, 45 voire 1250 et puis qui se retracte vers le bas du point de vue donc des nouvelles fondamentales justement à ce sujet-là. Parce que l'or est arrimé avec le dollar. Donc quand l'or se porte bien, ça veut dire que le dollar subit une pression. Et quand l'or est dans une superbe forme, ben, ça agit négativement sur l'or. Donc ils sont corrélés négativement. Donc c'est des corrélations intermarchés qui existent depuis que l'or a été créé. Donc l'or a été toujours arrimé. Je crois que c'est à partir de 1992, je crois que l'or a officiellement été arrimé au dollar. Donc depuis cette période, l'or ne fait que réagir en fonction, même aussi je dirais, même aussi les matières premières, hein, de façon générale, les matières premières sont arrimées au dollar. Donc ce qui fait que du point de vue géopolitique, lorsque
l'or est très... du point de vue géopolitique, lorsque le dollar est un peu fragilisé, vous remarquez que les pays émergents, notamment les pays émergents qui ont beaucoup de ressources en termes de matières premières, voient souvent leurs capitaux s'apprécier. Par exemple, un pays comme je dirais, un pays qui consomme beaucoup l'or, par exemple comme la Chine ou l'Australie, ces pays-là, en général, quand le dollar est un peu fragilisé, leurs réserves d'or prennent beaucoup de valeur. Un pays également qui est fortement dépendant des matières premières, notamment des matières premières agricoles comme le cacao, comme la Côte d'Ivoire. Lorsque l'or est un peu fragilisé, lorsque pardon, le dollar est un peu fragilisé, les cours du cacao justement s'apprécient et notamment tous les matières premières également suivent, hein. Pareil pour le pétrole aussi, donc qui est un des principaux facteurs géopolitiques, voire même le principal facteur géopolitique entre les pays du Golfe et justement les différents gouvernements nord-américains, notamment le Canada et les États-Unis. Parce que, comme vous savez, le pétrole canadien ou le pétrole américain, donc le crude oil, donc le pétrole brut, est vraiment très, 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 très difficile à, comment dire ça, au niveau de l'exploration. Les coûts de production sont énormément coûteux parce que le pétrole canadien ou le pétrole nord-américain est un pétrole dit sale. Donc, il est très difficile à le raffiner. Ça demande beaucoup d'infrastructures, beaucoup de coûts de production. Donc, lorsque ce pétrole-là est justement utilisé sur le marché international, les États-Unis veulent que le pétrole soit aux alentours de 55 voire 60 dollars pour être rentable justement du point de vue de son exploitation. Voilà. Et les pays du Golfe, les pays membres de l'OPEP, hein, comme voilà, les, les pays du Qatar et tout ça, des Émirats, euh, eux, leur pétrole, puisqu'ils sont au large du Golfe, donc leur pétrole est déjà quasiment raffiné, et ils ne dépensent pas beaucoup justement dans les coûts dans les coûts de, dans les coûts d'exploitation et d'exploration. Donc, même si le pétrole, on va dire, aux alentours des 20-30 dollars, eux, ils seront toujours en profit. Tandis que les Nord-Américains sont un peu en difficulté. Ils aimeraient plutôt avoir le prix du pétrole aux alentours des 55-60 dollars pour pouvoir au moins faire des profits à partir de leurs entreprises justement qui exploitent justement, dont les principales sources de revenus proviennent du pétrole. Donc c'est cette guerre un peu géopolitique au centre de tout. Donc c'est pour ça que l'accord de l'OPEP, en fait, c'est ça, en fait, l'accord de l'OPEP, c'est de ne pas inonder le marché de stocks de barils de pétrole pour essayer de le maintenir un peu plus haut de façon artificielle. Donc, le plus qu'il y a moins de production de barils de pétrole en circulation, et le plus que le prix du pétrole a tendance à augmenter de façon artificielle, de sorte à aider les entreprises nord-américaines à tirer des profits. Donc, quand il y a des rencontres de l'OPEP avec justement les pays du Golfe et justement les pays non OPEP, et qui inclut également la Russie avec avec le gaz naturel et la gasoline aussi. Donc, quand il y a ces rencontres-là, c'est justement au niveau du stockage versus du déstockage, donc de réduire la production de sorte à gonfler artificiellement les prix du pétrole. Et en général, ce sont des deals qui sont secrets, qui se font secrètement. C'est pour ça que le marché, vous voyez souvent que, comme par exemple avant-hier, lorsqu'ils ont fait le déstockage du pétrole, était de, je crois, attendu, c'était moins 3,5 millions attendus, et puis le chiffre est sorti à moins 7,50 millions. Donc, a priori, le pétrole devait monter techniquement. Mais le pétrole n'est pas monté, et il a juste fait de la volatilité sur le marché, de longues mèches. Ça veut dire que personne n'y croit en fait à cet accord. Le marché ne croit pas en cet accord, à part vraiment des signaux concrets
ou des actes qui sont posés par les pays du non-OPEP, dans le sens non pas de faire juste des communications ou de la déclaration, mais vraiment de poser des actes concrets, et aussi des situations de cessez-le-feu qu'on observe dans les pays qui ont justement ces matières premières, où on observe justement la guerre en fait entre justement le gouvernement américain et ces pays-là. Donc c'est un conflit géopolitique majeur qui oppose les pays qui sont fortement dépendants du gaz naturel, de la gasoline, du pétrole, versus le gouvernement américain qui veut mettre justement la main sur leur forage, de sorte eux-mêmes à pouvoir contrôler les prix du pétrole sur le marché international. Voilà donc la situation fondamentale qui entoure le pétrole. C'est pour ça qu'il est très difficile de, de, de trader le pétrole sur le long terme. Donc, en général, faire du pétrole, trader le pétrole sur le long terme en intraday, oui, pourquoi pas, entre le fameux range entre 45 et 55 dollars. Mais sinon, si vous voulez, par exemple, trader le dollar sur le long terme, donc acheter le pétrole et puis le laisser justement pour qu'il fluctue dans le temps, ce sera très, très, très difficile parce que c'est une matière première qui est très, très géopolitique. Donc, il faut connaître un peu la politique un peu internationale avant de pouvoir donc essayer d'investir sur le pétrole. C'est un marché qui est vraiment très contrôlé, très manipulé, comme l'or également, parce que l'or aussi est très surveillé par beaucoup d'investisseurs de fonds chinois. Il y a de grosses réserves d'or qui sont détenues par ces grosses entités. Donc, ce qui fait que, voilà, il faut vraiment être, disons, très, très, très aguerri au niveau de la situation fondamentale. Et on sait tous que les chiffres chinois, les chiffres publiés par le PBOC, donc le Public Bank of China, donc les chiffres publiés par la banque centrale chinoise, sont en généralement pas bien perçus par le marché. Certains même disent que c'est des chiffres truqués. Donc, tout ça fait que on a souvent des visions un peu erronées du marché. C'est pour ça que je vous ai dit dans la première vidéo, la précédente vidéo, lorsque vous devez trader un marché, concentrez-vous à 70%, je dirais même à 80%, votre graphe sur presque toutes les horizons de temps, sur le long terme, sur le très court terme, sur le moyen terme. Vous devez avoir une certaine vision du marché. Et ensuite, lorsque maintenant, vous avez une bonne vision techniquement du marché, vous pouvez aller la confronter avec l'analyse fondamentale pour avoir des points d'entrée pour pouvoir transiger votre paire. Mais si vous voulez juste vous concentrer sur le fondamental pour pouvoir transiger une paire, et ça sera très difficile. Vous serez pratiquement toujours pris à contre-pied. Parce que ceux qui diffusent les nouvelles, en fait, ceux qui font le marché, sont dans un but particulier, c'est de tromper la majorité des gens dans le marché. Donc, ils diffusent des nouvelles, ils font des tweets, ils biaisent un peu les cartes, de sorte à amener les gens à être un peu perdus. Donc, si vous focussez sur ce qu'ils disent, vous allez toujours être dans le mauvais sens. Souvent, vous voyez qu'on peut vous dire que fondamentalement, l'or est haussier, mais pourtant, quand vous voyez sur le graphe, l'or est baissier, sur le graphe techniquement. Donc, ce que vous devez faire, c'est justement soit de ne pas trader, c'est-à-dire d'attendre que le fondamental se mette dans la même lignée que le côté technique, ce qu'on appelle la convergence, ou alors vous tradez à très court terme le graphique baissier que vous voyez. Donc vous faites des scalps. Mais si vous voulez vous mettre dans le côté fondamental, il faut que les deux s'enlignent ensemble pour augmenter vos probabilités de gain, ce qui est plus avantageux pour vous. Donc, l'indice du sentiment de Michigan, sentiment index, va apparaître dans 18 minutes. Toujours rien. On évolue dans ce canal qui est interminable. Hein. Donc, le range du Dow Jones, l'euro-dollar qui consolide un peu,
le dollar qui se reprend, donc c'est des consolidations techniques, hein. Et voilà, donc toujours rien. Toujours rien, 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 rien. Voilà. Donc rien, on a des, voilà, des replis techniques, scénarios chartistes, hein, qui sont toujours valables, hein. Donc comme vous voyez, donc on va repartir toujours à partir du 26 juin, voilà. Je vais le mettre en bleu, voilà, en bleu. Je trace ici comme ça. Voilà. Donc le scénario, c'était normalement d'avoir quelque chose comme ça. Donc on a une cassure jusqu'à là peut-être, pullback jusqu'ici. Puis après encore une évolution du graphe du cours. Scénario probable, hein. Bon, après ça, latéralisation, parce que vous voyez dans le long terme, hein, on est dans un biseau descendant. En général, les sorties se font généralement baissières, mais le fondamental entourant sur l'euro-dollar est quasiment plus fort, parce que si vous remarquez, si vous regardez à très 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 long terme, donc en weekly, on est dans un range, et si on casse ce fameux range, euh, que tout le monde surveille, mais désormais, hein, parce que tout le monde est dans ce range. Le range que je vous avais montré dans la première vidéo, ce range-là, si on le casse ici, on va retrouver les niveaux de 2014. Hein. Donc, aux alentours de 1,20, 1,20, 1,25, pourquoi pas 1,26. Voilà. Donc, et si vous remarquez de 2014 jusqu'à 2017, on a quasiment un triple bottom. Hein. Donc, en général, triple bottom, c'est des figures voilà, de retournement. Vous voyez, ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Voilà. Même voilà, un quadruple bottom. Voilà, donc, une fois, deux fois, trois fois ici. C'est ça. Voilà. Une fois, deux fois et trois fois. Vous voyez? Donc, si on casse ici, ce sera une accélération jusqu'à ce niveau-là. 1,30, 1,26, même plus loin. Vous voyez?
Et cet espace vide ici, il est allé chercher avec cette progression-là. Donc, on est dans des phases de marché techniquement sur le dollar haussière. Et c'est pour ça que je suis positionné à la hausse. Donc, on va voir l'évolution de ce trade-là. Mais à très court terme, très court terme ou à court terme, comme je vous ai montré tout à l'heure, on va être dans des phases de consolidation. Hein. Donc, depuis, si je mets en 1 heure là, donc depuis le 26 juin là, donc on va aller jusqu'à ce niveau, consolider encore, revenir vers les 1,13, après ça repartit. Donc, le marché va fluctuer. Mais lorsqu'on on va finir ce range de 1, ce biseau qu'on a tracé ici, là, ce biseau là de latéralisation, ici, le scénario, bien sûr, à court terme et à très court terme, c'est un scénario plus ou moins, on va dire, plus ou moins baissier, donc techniquement, voilà. On peut jouer la latéralisation aussi, ou bien si vous voyez plutôt un triangle ascendant, donc si on prend juste les clôtures, donc c'est ça ici, donc un triangle ascendant de latéralisation, voilà, parce que vous voyez ici que on est quasiment dans des compressions, donc on va jouer juste les sommets vont être shortés, mais lorsqu'on aura des bonnes impulsions majeures, on va aller pour casser plus loin et ça va aller dans la direction du fondamental qui est techniquement à long terme, mais on est haussier sur l'euro-dollar. Voilà. Même ceux qui sont vraiment en scalping peuvent jouer ce scénario ici. Voilà. Si je mets en termes de cours de clôture ici, vous voyez que on est, voilà, une sorte de biseau d'élargissement. Donc, la sortie est généralement haussière, avec des sommets de plus en plus infléchis. Voilà. Donc, fondamentalement, l'euro-dollar, il est aussi. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est propre techniquement. Fondamentalement, on voit que voilà, la politique aux États-Unis, la politique monétaire est sera pas accommodante, mais ne sera pas autant hawkish que prévu. Donc ça joue donc sur le moral des investisseurs, donc une déception. Donc ça va donc continuer à propulser les mouvements de l'euro-dollar à la hausse. Donc on voit également le dollar, il a cassé, il a fait un pullback ici à ce niveau. Là, dans 11 minutes à 10 heures, donc puisque le graphe est en 1 heure, certainement les intervenants vont se remettre encore à shorter le marché. On va voir si les chiffres de l'Université de Michigan, le sentiment index sera au rendez-vous. Donc, je répète encore, la prévision est de 95 points, contrairement à ce qui était prévu de 94,5 points. Donc, certainement, si les chiffres sont aux alentours de 95, 96 ou 95,5, il n'y aura pas vraiment de réaction. Mais si les chiffres sont au-delà de 95, comme 98 ou 99, là, on va voir un retournement à très court terme du dollar. Donc, le dollar va reprendre peut-être des ailes et ça va mettre peut-être plus de pression sur l'euro-dollar qui va se rétracter un peu. Donc, comme vous voyez, toujours dans la même logique, hein, on a une idée du marché du point de vue technique et on essaie de voir fondamentalement si ça va correspondre. Mais jamais le contraire. En fait, c'est mon point de vue. Hein, donc, chacun est libre de faire comme il veut. Mais si vous vous fiez sur l'analyse fondamentale pour venir au graphe technique, en général, c'est difficile parce que le fondamental est tout simplement une question de point de vue de marché, donc qui est subjectif. L'analyse technique est plus ou moins subjectif, est plus technique, donc plus chiffré, plus mathématique. Ce que je vois sur le graphe, c'est ce que plusieurs traders dans le marché voient. Donc, on va tous intervenir de la même façon.
Donc, c'est comme ça. C'est une question de récurrence de statistiques. Par contre, tout ce qui est contraire au fondamental et tout ce qui est contraire aux déclarations, ce n'est pas souvent tout le monde qui interprète ça de la même façon. C'est pour ça que vous devez toujours prioriser les horizons de temps qui vous intéressent. Si vous êtes un trader, un day trader, en général, utilisez des périodes de 1 heure, 30 minutes, H4, c'est très bon. Et puis, ayez toujours aussi une vision fondamentale donc, sur le daily, le weekly. Le monthly, c'est vraiment quand vous êtes vraiment un investisseur sur le long terme. Donc, vous ne regardez seulement que le monthly et le weekly. Mais si vous êtes des traders, c'est toujours louable de regarder en daily, en weekly ou en H4 et aussi en H1. C'est très important. Comme vous avez pu le constater tout à l'heure quand j'ai tracé l'euro-dollar à long terme. Donc, quand c'est comme ça, vous êtes plus patient, vous attendez plus de bons points d'entrée pour pouvoir prendre vos positions et vous avez très souvent moins de chances de vous tromper en fait. Pardon. Voilà. Donc dans 7 minutes, on va voir la réaction du marché et après ça on va se dire au revoir pour cette semaine. Donc cette semaine qui a été très chargée fondamentalement. À partir de 10h30, il faut quitter le marché, il n'y a plus rien après. Donc, c'est vendredi, il faut chercher à se reposer, à être en forme pour le début de la semaine prochaine. Donc, l'or continue sa progression. L'or et l'euro-dollar qui sont dans les mêmes dynamiques de marché. Le dollar qui est baissier aussi, qui continue donc sa phase baissière. Il a fait un pullback, mais les vendeurs sont très présents. Donc le marché table sur cette déception. Donc là, on voit que le dollar, le Dow Jones commence à, à vouloir essayer de casser ce range au vu de l'apparition du chiffre. Vous voyez que il y a eu une longue mèche vendeuse et après cette bougie là, si le marché clôture avec cette bougie, ça s'appelle souvent des hanging man ou des pendus. Voilà. Ce genre de pattern souvent annonce souvent des poussées haussières. Dans le sens inverse, qu'on appelle souvent des queues, en général, c'est plutôt pour annoncer des queues ou des shooting stars. En général, quand ça intervient à la suite d'une tendance haussière, c'est pour annoncer en fait une correction majeure. Donc, si le marché clôture comme ça, là, avec cette bougie, si elle s'arrête ici et que le marché commence ici, en général, on va avoir une hausse statistiquement. Donc, on va observer ça pour voir dans 5 minutes si le marché semble aller dans ce sens ou tout simplement on va juste rester encore dans ce range de 21 300 et 21 500. Alors, toujours dans l'attente, hein. Il n'y a rien, donc pas d'événement. Alors, je vais juste retracer pardon, là, en bleu. Voilà. Donc ça c'est le biseau ascendant du 26 juin au 10 juillet. C'est quand même 2 semaines de cotation.
Donc du 26 au 3, c'est une semaine. Du 3 au 10, donc 2 semaines de cotation. Donc c'est un biseau qui est quand même valable, qui est pertinent en données horaires. Donc voilà. Dans 2 minutes, toujours le marché qui semble se stabiliser, le marché est calme, hein. Il n'y a pas de mouvement particulier. Voilà. Ok. Rien, 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 rien. Ça aussi, c'est une difficulté du trader. Donc, quand vous êtes trader, quand vous vous asseyez, vous regardez le marché et puis il n'y a pas de mouvement, c'est un peu embêtant. Donc, souvent, c'est ça qui amène souvent les traders débutants à prendre des positions par l'ennui, en fait. Même des traders professionnels prennent des trades par l'ennui parce que voilà, et ils s'ennuient, il n'y a pas de mouvement, ils attendent un signal mais qui perdure. Donc, allez hop, on prend un trade juste pour dire. Et puis après, c'est ce trade-là qui nous coûte tout notre capital. Attention, on voit que il semble avoir quelque chose dans le marché. Quand on agrandit l'écran, on voit que euh, il semble avoir des petits remous au fur et à mesure on s'approche de l'heure parce qu'il reste 1 minute avant les chiffres, avant l'apparition du chiffre. Je vais l'afficher à l'écran ici. Je vais le mettre là comme ça, voilà. On va voir ce que ça va provoquer comme décalage dans 50 secondes. Donc, indice de l'Université du Michigan, Sentiment Index. Le dollar semble se diriger vers le bas. Certainement, il y a des bruits qui courent et le marché essaie d'anticiper. Donc, je vous ai dit, hein, si le marché se retrouve dans le range entre 94 et 96 points comme indice de sentiment du marché, il n'y aura pas a priori normalement de fort décalage. Mais si on est au-delà de 96, aux alentours de 97, 98, voire 99 ou à 93, 92, là il y aura un impact vraiment sur le marché. Donc le range est en général entre 2 et 4 points max. Ça ne va pas plus loin que ça. Attention, 93, oh là là, oh là là. Ça, c'est pas bon. On risque de voir le marché, le dollar réagir négativement. Donc 93, comme je vous avais dit, c'est même en dessous. C'est en dessous des prévisions, des prévisions passées. Donc avant c'était 94. Il prévoyait 95, là c'est 93,1. Donc ça c'est a priori c'est pas bon. C'est pas un bon chiffre pour l'économie américaine. Et on voit ici que le dollar, il semble se diriger vers le bas. Je ne sais pas comment les acteurs du marché vont interpréter cette nouvelle, mais a priori c'est pas des bons chiffres, hein. A priori, comme je vous ai dit, a priori. Maintenant, comment le marché va réagir, ça je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres facteurs, parce que souvent, lorsque vous avez des chiffres, quand vous voyez des chiffres dans le marché boursier, et souvent vous voyez des variations contraires à la logique économique,
ça ne veut pas dire que vous avez mal analysé le marché. Ça veut dire simplement que comment est-ce que les acteurs interprètent cette nouvelle. Et c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas vous concentrer uniquement sur ce que pense le marché. De vous concentrer d'abord sur ce que vous voyez et après ce que le marché pense pour pouvoir interpréter avec plus de certitude ce que vous devez trader. Donc souvent, on aurait pu voir hein, une hausse fulgurante du dollar, même avec un mauvais chiffre. Ça veut dire que les intervenants peut-être ne croient pas aux chiffres qui est annoncé. Ils ont plus confiance en l'économie, leur économie. Donc, ils continuent toujours d'acheter à contre-pied ou certainement certains fonds qui vont peut-être cumuler des positions, des positions, des positions à l'achat s'ils estiment que le niveau du dollar est assez bas pour acheter. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Alors, quand vous êtes trader particulier, c'est très difficile de pouvoir trader fondamentalement les news parce que vous n'avez pas tous les flux d'informations et toutes les données fondamentales. Vous avez juste seulement un flux d'informations qui est posté après l'apparition 1 minute avant ou 30 secondes avant. Et en général, ceux qui le postent ont déjà la nouvelle avant vous. Donc, ils savent déjà quoi faire contrairement à vous. Donc, vous voyez ici, comme je vous ai dit, cette figure-là, le hanging man, le pendu. Si le marché clôture ici, et vous voyez que on a clôturé en dessous de la mèche précédente. Donc, a priori, le marché devait consolider. Donc, techniquement, ça, c'est un signal baissier. Hein. Ça. Donc, ça, c'est un signal baissier. Lorsqu'on a un pendu comme ça, hanging man, le marché va corriger jusqu'à ce niveau ici, par exemple. Et si c'était le contraire à la suite d'une tendance baissière, mais inverse, donc un sort on ne parle pas de marteau, on dit plutôt une queue. Donc si on le renverse, donc à la suite d'une tendance baissière, en général, c'est le marché faire le contraire, donc il accélère. Donc ça, c'est des données statistiques. Ça veut dire en fait que les vendeurs n'ont pas eu assez de force les acheteurs pardon n'ont pas eu assez de force pour maintenir justement leur poussée, surtout qu'on est on est au niveau d'une résistance d'un range, donc ils n'ont pas eu assez de force d'impulsion pour pouvoir casser le range. Donc les vendeurs ont pris le marché et vous voyez que cette mèche là prend en compte quasiment tout ce mouvement haussier ici. Elle englobe tout ce mouvement haussier. Donc, elle a couvert ça de tout ce mouvement. Donc, voilà. Certains vont l'appeler aussi un dark clover. Mais c'est les mêmes genres de configuration. Donc, dark clover ou bien hanging man, c'est sensiblement, je dis bien sensiblement la même chose. Mais il y a des différences à peu près. Mais toujours est-il que le marché part à la baisse. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Ne vous concentrez pas sur les noms ou bien sur les... Voilà, c'est juste sur les interprétations des chandelles qui est le plus important. Peu importe le nom qu'il porte, on veut savoir s'il va à la baisse ou à la hausse. C'est ça qui est le plus important. Donc, mauvais chiffre a priori. Pas très 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 mauvais chiffre, mais mauvais chiffre. Déception du marché. Donc, a priori, légère consolidation donc, du Dow Jones et puis du dollar. Donc, voilà. Donc, voilà, je vais donc arrêter cette vidéo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, faites-le savoir dans les commentaires. Et puis, nous, ça nous fait plaisir également d'animer ce genre d'émission live lorsqu'il y a des événements majeurs euh, des événements majeurs pardon, de cette nature-là en bourse. Donc, c'était donc François Ablé du GST, donc du Global Street Trader. Portez-vous bien et puis profitez de cette fin de semaine donc, pour revenir en forme sur les marchés la semaine prochaine. Donc, merci de nous avoir suivis et au revoir.